Merci à Amandine pour l'introduction. Effectivement, je pense qu'il est important d'être conscient du moment dans lequel nous sommes, c'est-à-dire un moment où une acceptation globale d'un certain nombre de valeurs et corrélativement de financement qui était en progression depuis 80 ans autour de la solidarité internationale et en particulier de l'aide humanitaire se retrouve battu en brèche. C'est-à-dire que et on a vu plein d'accros. Hein. On a vu avec ce qui s'est passé en Méditerranée, des phrases qui ont été tenues, y compris d'abord, d'ailleurs, à un moment par le président de la République française sur les ONG complices de passeurs. C'est-à-dire que la valeur centrale humanitaire de sauver des vies, qui semblait une valeur immuable et inattaquable, est devenue une valeur qui a été un peu battue en brèche jusqu'au moment où nous vivons et ce qui s'est passé avec Donald Trump, qui, avec la suppression des financements USAID, a très clairement contribué à, on peut dire, au décès de sans doute centaines, voire milliers de personnes, notamment toutes celles qui vivaient grâce à des assistances médicales financées par l'aide internationale. Donc, l'aide internationale, c'est trois grandes choses. C'est l'aide publique, que ce soit l'aide publique au développement ou l'aide humanitaire, donc avec des financements publics de bailleurs d'État comme l'Agence française de développement ou comme le Centre de crise pour la France, comme l'USAID, comme SIDA, comme bien d'autres organisations. L'aide par les fondations privées et la générosité du public. Et ces dernières années, l'aide publique avait énormément cru. Alors, lié aussi à un plaidoyer très fort des ONG de longue date, avec un croisement d'ailleurs toujours entre les questions humanitaires et développement, pour une raison simple, depuis de très nombreuses années, l'ensemble du secteur a énormément plaidé pour ce qu'on a appelé le nexus, c'est-à-dire le fait de ne pas faire de séparation et de coupure entre humanitaire et développement. Le fait de recréer de l'accès à l'eau, est-ce que c'est de l'humanitaire, du développement? Enfin, il y a eu pendant très longtemps cette idée qu'il pouvait y avoir une action purement humanitaire, on sait, notamment parce qu'un certain nombre de personnes déplacées de fait sont déplacées très durablement et que donc l'installation de camps, bah, on peut penser aux réfugiés palestiniens au Liban. Bah, en fait, ça fait pour certains plus de 30 ans qu'ils sont là, donc on est dans une situation en fait d'entre-deux. Donc, on a tous plaidé pour que cette coupure qui pouvait apparaître évidente, qui ne l'était pas, entre humanitaire et développement s'arrête. Donc, je vais d'emblée globaliser ces deux dimensions. Mais donc, les financements ont significativement augmenté avec un objectif qui était celui des 0,7% du PIB, qui était un plaidoyer partagé avec des grands moments d'évolution dans des sommets internationaux au G7, notamment dans les années 80. Et avec des petits à-coups dans un sens ou dans un autre, mais cette trajectoire, globalement, s'est poursuivie et s'est poursuivie au niveau international. Et donc, les à-coups dont j'ai parlé sont assez récents, mais surtout, cette cassure maintenant est extrêmement brutale, puisque la baisse des financements publics, donc un des piliers dont je parlais, est très importante aux États-Unis. Elle a été d'une violence assez inimaginable, mais va de même en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en France. En France, depuis des années, et nous l'avions salué. C'était une des politiques d'ailleurs très liée à l'élection d'Emmanuel Macron, qui avait vraiment été très positive dans l'augmentation de l'aide française, mais aussi dans la qualité de l'aide, avec une dimension de sensibilité au genre, qui est quelque chose sur lequel un sujet sur lequel la France était très en retard et dans lequel elle a finalement presque elle est presque devenue la première de la classe. Donc, ça faisait vraiment partie des quelques éléments du point de vue d'Oxfam extrêmement positifs dans le travail de la majorité d'Emmanuel Macron, mais qui a malheureusement été complètement cassé par les récentes décisions de baisser de 30%, ce qui est considérable, le budget de l'APD. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la fois la dimension financière, mais aussi la dimension de valeur et de vision. Et évidemment, on pouvait, dans un certain nombre de moments, défendre les valeurs sans aligner la dimension financière, mais c'était déjà, j'allais dire, au moins dans le discours positif. On a pu, pendant un certain temps, aligner la défense de cette valeur de solidarité avec une augmentation des financements, mais maintenant, on est dans un retrait des deux dimensions. C'est-à-dire que non seulement les financements ont baissé, ce qui dans l'histoire est arrivé sans que les valeurs soient remises en cause, mais là, on voit bien que les attaques se portent sur la question des valeurs, et notamment du fait de l'extrême droite, en particulier au niveau européen, où il y a un grand bailleur qui s'appelle ECHO qui finance
un certain nombre d'opérations, notamment humanitaires, qui fait l'objet d'attaques très virulentes de la part des députés d'extrême droite. Donc c'est évidemment grave, inquiétant, mais c'est aussi un peu déstabilisant puisqu'on est entre nous pour notre secteur, parce que personne n'avait été très préparé à être attaqué sur le fondement des valeurs. C'est-à-dire que, bah, défendre et sauver des vies humaines, avoir des bateaux pour éviter que des gens se noient, ça semblait un peu un fait établi sur lequel on allait pas revenir. Et donc je crois qu'on a eu aussi un temps de latence de la part de nos organisations, de un peu de saisissement en se disant: «Mais c'est pas possible en fait, on peut pas remettre en cause notre mandat qui semblait, aussi universel». Et ça explique aussi une espèce de temps d'interrogation. Et puis, bah, le coup de grâce, notamment, pour certaines, ONG, est venu, de la décision de Trump, parce qu'il faut savoir que certaines organisations, y compris des organisations françaises, avaient une part importante de leurs actions financées grâce à l'aide, américaine. Le budget de l'USAID, c'était presque devenu la moitié de l'aide, humanitaire internationale. C'est 80 dans certains, c'était presque 80 dans certains pays. Et donc c'est une espèce de tremblement de terre, heu, avec une fragilisation très, très grande des organisations pour une raison assez simple, c'est que certaines avaient engagé des opérations en avançant les fonds qu'ils espéraient ou qu'elles espéraient recevoir, de l'USAID. Et pour certaines, ces coupures se sont faites presque rétroactivement, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plus personne à qui s'adresser pour simplement tenir des anciens engagements. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que, y compris des accords signés, parfois des accords pluriannuels, se sont vus rayés d'un trait de plume. Alors, probablement qu'un certain nombre de décisions juridiques pourront, on a déjà vu, parce qu'évidemment les organisations se sont mobilisées, pourront leur donner droit, mais avec des délais qui sont des délais très longs. Et même quand vous avez réussi à obtenir une condamnation, si la personne condamnée est l'État et qu'elle vous dit: «Bah, en fait, je l'appliquerai pas», c'est exactement ce qui se passe aux États-Unis, eh bien, on est dans une situation, très, très grave. Parce que le risque, c'est vraiment ce troisième e 3 étape. J'ai parlé donc la perte des valeurs, la perte du financement, mais ce qui nous menace, c'est la perte du droit. C'est-à-dire que ce soit le droit humanitaire, le droit, de la guerre, avec, ce qui se passe en particulier, à Gaza, par exemple, où on sait qu'aujourd'hui sont documentés, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a un mandat d'arrêt international, des crimes de guerre. Utiliser, l'eau et la nourriture, priver des populations d'eau et de nourriture, ça constitue de manière très claire au regard des normes juridiques internationales un crime de guerre. Et pourtant c'est ce qui se passe et c'est ce qui se passe, sous nos yeux. Donc c'est vraiment, très important de se rendre compte que là, on est en train de franchir une étape où s'il y a plus le droit, bah, il y a plus tellement de repères qui puissent nous permettre de gérer les choses de manière, j'allais dire, établie comme de très longue date. Et surtout, c'est un acquis perdu, et pour le reconstituer dans un monde en proie à encore plus de bouleversements, c'est extrêmement compliqué. Je terminerai en parlant d'un petit élément, qui renforce, la complexité de la situation. C'est qu'au-delà des crises, j'allais dire presque habituelles, qui étaient celles, des conflits ou des catastrophes naturelles, se rajoutent les conséquences du dérèglement climatique. Il y a aujourd'hui plus de déplacés climatiques que de déplacés du fait de conflits, ce qui signifie aussi que ces déplacés, pour certains d'entre eux, le sont sans espoir de retour, et que donc la les sujets que vont devoir, traiter, et l'ampleur des questions qui vont devoir être traitées par la solidarité internationale et nos organisations est considérable. Ce qui fait qu'il y a aussi un virage dans l'appréciation de cette situation. On parlait, et d'ailleurs je viens d'utiliser le terme de solidarité, c'est-à-dire le fait de manifester une action, de solidarité avec des gens en situation de fragilité. Et si on est dans un monde où on ne peut plus utiliser le droit, c'est très compliqué. Mais en revanche, ce que disent donc une partie des pays autour de l'initiative Bridgerton, c'est que la question face au dérèglement climatique n'est plus une question de solidarité, mais une question de justice. Parce qu'en fait, ces pays qui sont les principales victimes ne sont en rien du tout responsables des émissions de gaz à effet de serre qui se sont accumulées depuis 150 ans et qui provoquent ces effets-là. Donc c'est vrai que placer ce débat-là, sortir le débat d'une question de solidarité, d'une question de justice, croise aussi un débat qui se fait jour dans un certain nombre de nos pays autour de l'aide publique au développement
en disant c'est pas un bon terme, aide. Alors il y a tout le débat, est-ce que c'est colonial, etc. Mais j'allais dire une vision presque utilitariste en disant c'est un investissement. Et c'est vrai qu'il y a un débat pour dire il faut faire évoluer ce terme vers investissement solidaire, ce qui là aussi est problématique. En tout cas, pour résumer, on est dans un moment très de carrefour assez fort entre une tendance depuis 80 ans et, et un, un substrat juridique et de valeur assez stable, donc une tendance à l'augmentation des fonds, un substrat juridique et de valeur stable, et une brisure extrêmement forte, à la fois en termes de valeur, en termes de moyens, mais aussi en termes de réflexion autour de la fonction de ces transferts financiers, parce que de fait, ça finit par ça, de la part des pays du Sud global autour de cette question de justice, et de la part de certains pays du Nord qui n'arrivent plus à assumer à l'égard de leur population cette idée d'investissement solidaire. Donc je pense que dans ce moment-là, être capable de comprendre qu'on le vit, être capable de se dire, et notamment pour des organisations comme la nôtre, toutes celles du monde de la solidarité internationale, le terrain sur lequel nous jouions, entre guillemets, depuis des années, il a complètement changé, ce qui est très compliqué, hein. Vraiment, c'est un exercice mental compliqué. C'est un travail absolument nécessaire pour essayer de pouvoir repenser une façon de parler de ces sujets. Et donc, pour ce qui est d'Oxfam, vous le savez, notre approche, donc d'autres essayent d'autres choses, c'est de dire, en fait, quand on place le terrain autour des inégalités, on inclut des débats au sein des pays, mais aussi au niveau mondial. Et donc, on crée cette espèce de dimension collective d'habitants de la planète Terre qui nous oblige à poser ces questions globalement, ce qui est une manière d'éviter l'affrontement nord-sud, d'éviter aussi l'idée du repli qui est défendu par certains, en disant que les défis auxquels nous faisons face, et notamment les conséquences du dérèglement climatique, imposent des réponses à l'échelle internationale. Personne ne pourra se protéger des conséquences du dérèglement climatique. Et à ce titre, je voudrais quand même rappeler que la France, en Europe, est un des pays, sinon le pays, qui paiera le plus lourd tribut humain. On l'a vu dans le Var il y a quelques jours, puisque c'est documenté, c'est en France qu'il y a le plus de victimes du changement climatique aujourd'hui. De fait, ce sont des victimes liées aux inondations brutales, mais ça pourra être demain des méga-feux comme on a connu en Gironde ou comme on voit ce qui se passe aux États-Unis. Donc mon sujet, c'est pas non plus d'être alarmiste et de dramatiser, parce que face aux risques et face aux dangers et face à un discours extrêmement négatif, on sait que le réflexe naturel de l'espèce humaine, c'est le déni. Donc il faut sortir de ce déni, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on est dans un moment où se poser des questions, s'interroger, se dire qu'on peut plus faire les choses comme on a toujours fait dans un monde bouleversé, c'est essentiel. Et que le lien entre la délivrance opérationnelle de l'aide, ce qui a été aussi, j'allais dire, une sorte d'invention française avec ce qu'on a appelé les French Doctors, et la dimension de plaidoyer et de réflexion sur le système, aujourd'hui, ça pouvait être un choix stratégique avant. Aujourd'hui, ça devient une nécessité, puisque juste être des opérateurs de délivrance de l'aide dans un monde où l'aide diminue, ça ne fonctionne plus. Voilà ce que je voulais essayer de vous dire en introduction. Merci beaucoup, Il faut que je regarde les questions, c'est ça? Non, je vais te les transmettre, ce sera plus simple, ça t'évite les allers-retours. Peut-être une petite question avant de passer à celle des personnes présentes. Quels enseignements tu tires de tout ça pour le contexte politique français, où on voit l'arrivée potentielle des idées d'extrême droite au pouvoir? Quelle interrogation ça te pose à toi, ça pose à Oxfam? Voilà, qu'est-ce que ça ouvre comme questionnement? Alors, déjà, deux choses. La première, c'est que depuis la victoire de Donald Trump, il y a eu quand même un certain nombre d'élections. Et ce qu'on a vu, c'est que la crainte qui existait chez certains, c'était d'imaginer que ça allait être une sorte de contamination et que le monde allait partir dans cette dimension et que là, j'allais dire que notre mission, notre mandat allait devenir, comme ça a été le cas en Hongrie, illégal. Hein, les organisations qui s'occupent des personnes sans papier. En gros, mon métier, par exemple, c'est un métier qui devient illégal comme trafiquant de drogue dans notre pays. Enfin, faut comprendre ça. Hein, donc, plus exercer dans un cadre légal. Donc, il pouvait y avoir ce risque-là. Mais ce qui s'est passé en Australie, au Canada et même récemment en Roumanie montre que même si le discours politique est contaminé, jusqu'à une frange qu'on pouvait imaginer protéger, sur les questions
humanitaire et développement, la parole d'un président de droite comme Jacques Chirac a toujours été très allante, hein, pas du tout dans une logique et dans un discours comme on peut l'entendre chez certains dirigeants de parti qui est héritier de son parti d'aujourd'hui. Il faut se dire que la tectonique s'est déplacée, mais la population semble résister. De deux manières. C'est les résultats électoraux l'ont montré, et deux, aussi par le troisième pilier dont j'ai parlé, c'est-à-dire la générosité du public. Elle a décru ces dernières années, notamment par un lien avec le vieillissement des donateurs dans un certain nombre d'organisations. Je parle de la France là, mais on assiste un peu à une inversion de ces questions. Alors chez nous, c'est très notable, je peux parler que pour nous. Et pour dire les choses, on a essayé de voir qu'est-ce qui faisait que nos donateurs étaient plus jeunes. Et en fait, c'est notamment le lien entre les questions sociales et les questions environnementales. Oxfam est connue pour être à la fois engagée sur les inégalités et aussi sur les questions climatiques. Et le fait d'avoir une organisation qui lie ces deux dimensions apparaît comme un élément de motivation pour les donateurs, tout comme, et ça n'aurait pas été le cas il y a 10 ou 15 ans, c'était plus difficile, tout comme la forte dimension de plaidoyer. C'est-à-dire le fait que Oxfam ait une voix dans le débat public est perçu comme un atout, puisqu'on regarde par où les gens arrivent sur notre site internet. Après, on ne sait pas tout. Et pour dire les choses, à la fin de l'année dernière, puisque pour les organisations comme les nôtres, mais je pense qu'il y en a plein qui le savent, la collecte de fin d'année est un moment assez stratégique. Et la moitié de nos donateurs sont venus spontanément sur notre site internet. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas par une publicité, par un lien sur lequel ils ont cliqué, ils ne viennent pas par un mail. Et donc ça, c'est très difficile à documenter. En tout cas, ce que ça dit, c'est qu'il y a des gens qui spontanément ont envie de participer. Donc c'est aussi une réponse. Et pour dire les choses, il y avait quand même eu un petit désengagement d'un certain nombre d'organisations, dont certaines avaient un modèle quasiment 100% financement par l'aide publique. Aucun recours à la générosité du public, alors que la naissance des ONG s'appuie sur des mobilisations citoyennes. Donc, ça veut dire que tout le travail de préparation à une éventuelle victoire de l'extrême droite, il doit être fait. Et nous, on a commencé de le faire justement pour essayer d'avoir les yeux ouverts. Et là, je dois le dire, mais je sais que le PPV y travaille. La charte d'engagement républicaine, c'est ça le texte, je l'aime tellement pas que… Oui, c'est ça, le CER. C'est… Oui, les contrats d'engagement républicain. Je déteste tellement ce truc que je refuse d'inscrire son nom dans ma tête. C'est le vrai et le pire cheval de Troie qui existe pour menacer nos organisations. C'est son interprétation est soumise au préfet sans décision juridique, donc cette décision administrative peut être contestée, mais on imagine si des préfets nommés par un pouvoir d'extrême droite décidaient de considérer que dès qu'on a dit un sujet ou qu'on s'est exprimé contre le gouvernement, en fait, on est en infraction au CER et que donc les subventions sont coupées ou même que des actions sont remises en cause, etc. Donc vraiment, je pense que s'il pouvait y avoir une mobilisation autour des parlementaires pour essayer de patcher ce truc-là qui était déjà un danger, mais comme l'histoire j'allais dire, des failles dans les droits, ça a été, on considère d'abord que c'est que pour les terroristes, et puis l'acception terroriste s'étend, et on peut assigner à résidence des écologistes. Mais là, et d'ailleurs, ça a été dit lors de la dernière conférence de presse du Pacte du pouvoir de vivre, c'est Léo Lagrange qui s'est vu sucrer 45 000 € de subventions parce qu'ils avaient signé un texte de mobilisation contre l'extrême droite. Donc, il faut être très attentif sur le fait qu'aujourd'hui, il y a des brèches nouvelles, et notamment le CER, qui pourraient, sans qu'il y ait besoin de modifications législatives supplémentaires, mettre à genoux une grande partie de nos organisations. Donc, si on pouvait patcher ça avant 2027, ce serait bien. Donc, des risques très pratico-pratiques, mais aussi un risque, je pense, qui est très important, qui est qu'on soit un peu intoxiqué et démobilisé. Quand vous faites l'objet de tant d'attaques, alors que vous avez vécu pendant des années sur l'idée que tout le monde pensait que globalement vous étiez dans le bon camp, en gros que personne ne critiquait cet univers-là, vous pouvez être un peu impuissanté en disant non mais c'est plus possible. Et donc il faut retrouver un peu la niaque et se dire qu'on doit être en situation potentiellement de se bagarrer, mais ne pas être complètement intoxiqué par l'idée que sous prétexte qu'il y a CNews plus le JDD plus tout ça, la France entière est devenue raciste contre la solidarité. Ça n'est pas vrai. Donc il y a un vrai travail presque psychologique de refuser cette espèce de désarmement implicite de nous-mêmes par l'acceptation de la fatalité. Donc ça, je pense que c'est vraiment un sujet très important à prendre en compte dans le contexte français en particulier.
Alors merci, on y reviendra parce qu'il y a beaucoup de questions sur le comment faire, et cetera. Mais avant peut-être revenir sur une dimension, sur laquelle plusieurs personnes posent des questions, Watine, Georges, et cetera. Il demande si tu peux rentrer un petit peu dans les détails des principaux risques de remise en cause du droit international humanitaire. C'est-à-dire, est-ce que tu peux nous donner des exemples très concrètement, sur ce que ça veut dire et sur les moyens pour les éviter? Et une question de Georges que je mets avec celle-ci, sur les procédures engagées contre l'administration Trump, pour le retrait brutal des financements. Est-ce qu'il y a des actions de groupe? Est-ce qu'il y a des perspectives? Est-ce qu'il y a de quoi être optimiste sur ces actions-là? Alors, il y a des actions, évidemment. Alors, nos collègues américains sont tous, dans différents collectifs. Ils ont eu un certain nombre de victoires. Mais il y a 2 choses. Il y a le temps, parce qu'en fait, il y a un certain nombre d'organisations qui vont être, mortes avant d'avoir gagné. Heu et 2, le fait qu'il y a aussi des décisions juridiques inverses. Greenpeace, vous le savez peut-être, Greenpeace US a été condamné pour avoir soutenu des communautés autochtones indiennes contre l'installation d'un pipeline dans, le nord des États-Unis, si je me trompe pas. Ils ont été condamnés à plusieurs millions de dommages et intérêts pour avoir entravé l'activité économique. Et en vrai, Greenpeace US est donc en faillite si la décision est rendue exécutoire. Peut-être qu'ils pourront gagner en appel, mais ils seront déjà disparus. Et le sujet, c'est de protéger Greenpeace International parce que l'action, de la compagnie, pétrolière vise, aussi Greenpeace International, dont on espère que le droit européen la protège. Donc, bien sûr qu'il y a toutes ces actions-là qui sont, mises en œuvre. Je pense qu'il y a quelque chose de très important d'abord, c'est d'essayer de documenter ce qui se passe, justement pour, voir les choses et d'être très clair sur le droit, humanitaire. Bah, la question de la préservation des acteurs, elle est absolument centrale. Il y a, plus de 40 humanitaires qui ont été tués à Gaza récemment, heu, certains qui ont été délibérément visés. En fait, ça n'est pas normalement du tout possible. De la même manière qu'il n'est pas possible d'attaquer des hôpitaux, de la même manière, le droit de la guerre, existe. Et quand des pays ne le respectent pas, ça vaut aujourd'hui, pour ce qui se passe, avec, le gouvernement israélien, mais ça vaut aussi avec la Russie. Il faut maintenir une digue internationale la plus solide qui soit. Et là, je pense que l'Europe peut avoir un rôle, qui soit un rôle, très important dans la défense, de ces valeurs. Mais, on le voit aussi sur, les, organisations elles-mêmes, qui sont considérées comme complices des terroristes dès qu'elles expriment une position, de défense de la paix dans un certain nombre de situations. Donc, y compris dans les pays dits du Nord, on peut avoir une remise en cause, de l'existence même de ces organisations et de leur droit à l'expression. On n'est même pas dans le droit humanitaire, on est là simplement dans la liberté d'expression, tout simplement. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, la principale menace qui, pour l'instant, n'a pas été mise en œuvre, mais qui peut exister, c'est que depuis le Patriot Act, toute organisation considérée comme collaborant avec des terroristes, mais aujourd'hui, ça peut être une vision très extensive, ça intègre, la présence à Gaza, mais ça intègre le Yémen, par exemple, le fait d'aider les populations civiles au Yémen. Vous pouvez instantanément obtenir une décision administrative qui interdit à tous les établissements financiers de pouvoir vous ouvrir un compte. Ce qui signifie très clairement que vous ne pouvez même plus recevoir de dons privés. Donc le troisième pilier dont je parlais, qui peut être un pilier de protection, s'éteint instantanément. Donc c'est là qu'il faut voir que, en fait, une grosse partie des risques sont dans nos pays à nous. Et on pourrait être face à des dispositions similaires en France parce qu'en fait, on a ouvert plein de brèches, notamment après, 2015, dans, l'état d'urgence. Donc une partie des dispositions ont été intégrées dans la loi générale, qui peuvent s'appliquer à partir du moment où on a une vision extensive de ce que c'est le terrorisme et du coup, pouvoir, mettre en péril, beaucoup d'organisations. Je l'ai dit, hein, c'est Léo Lagrange et une pétition contre l'extrême droite. Enfin, faut être, conscient de tout ça. Donc je pense que là, on est dans un moment quand même de documentation et de réaction, c'est-à-dire que je pense que tout notre milieu là est un peu sorti de la sidération, heu et que ça interroge. Alors Oxfam est moins concerné, mais des organisations qui étaient très en retrait de toute dimension de plaidoyer, d'implication dans les débats publics dans leur pays, parce qu'ils étaient dans un truc qui roulait. Donc je pense que là, le secteur est aussi, en réflexion autour de cette question.
Merci beaucoup. Il y a une question de Claude sur, le positionnement de la France. Il demande si le positionnement de la France est un peu différent du recul européen sur les valeurs solidarité. Est-ce qu'il y a, malgré tout encore un rôle? Alors, d'abord la France, je le dis, hein, et je le dis moi, a été vraiment, plutôt, très positive ces dernières années, jusqu'à cette coupe, considérable qui en fait, c'est ce qui est un peu triste, c'est que ça fait revenir au point de départ, en fait. C'est-à-dire que toutes les avancées, de 8 ans sont, ramenées à 0, donc ça, c'est quand même vraiment triste et ça avait un effet positif. Elle a aussi réfléchi à la qualité de l'aide, donc dans 2 dimensions, à la fois sur les sujets, donc les sujets, d'écologisation, mais aussi les sujets femmes, genre et égalité femmes-hommes qui sont c'est pas le sujet du webinaire, mais qui sont critiques notamment, à la fois en termes de réponse humanitaire, mais aussi, de développement face au changement climatique. On sait que les femmes qui produisent plus de 50 de, l'agriculture, mondiale sont un pivot et une clé, très importante, du système. Donc d'avoir, fait ce virage en direction, d'une vision beaucoup plus genrée de l'aide, c'était une chose très positive et ça pèse dans le dialogue européen parce que chacun se regarde. Pendant très longtemps, on a, pris comme exemple les Britanniques qui, eux, avaient atteint les 0,7, qui étaient très en avance sur les questions de genre. Donc en fait, il y a un peu un point de comparaison où les gens se tirent les uns et les autres. Donc la France avait eu ce rôle-là et était devenue vraiment très en avance, notamment sur le soutien aux organisations féministes dans les pays du Sud, de manière vraiment, bien plus que tous les pays du monde, donc très en avance. Et ça, c'était très utile. Donc il y a évidemment l'attaque sur le fond est beaucoup moins forte, mais quand même, hein, quand même, et moi, la plus grande inquiétude que j'ai sur la France, c'est la contamination de ce que j'appelle la droite traditionnelle, qui, dans une vision assez utilitariste et avec un discours qu'on nous, on peut combattre, qui est de dire: «Il faut financer, l'aide au développement dans les pays, comme ça, il y aura moins d'immigration». Donc évidemment, c'est un discours qui ne va pas, mais de fait, ça préservait quand même cette valeur de nécessité de solidarité. Et là, maintenant, il y a un côté repli, en disant: «Pourquoi on dépenserait, de l'argent, pour ça?» Il faut enfin, qui était le discours de l'extrême droite, plus exactement d'une partie de l'extrême droite, parce que le discours dont je parlais sur le soutien à l'aide publique comme garantie et échange de la non-immigration existait aussi dans une partie de l'extrême droite, donc une vision très utilitariste, mais qui aujourd'hui a disparu au niveau européen et même au niveau français, avec une idée, regardez l'argent qu'on donne, pour, des gens, pour des étrangers, il faut garder l'argent pour les Français avec un truc vraiment, plus bas du front, c'est possible. En revanche, la France a historiquement joué un rôle très important sur la question de l'ingérence humanitaire, sur, la les mobilisations de plaidoyer autour d'un certain nombre de grandes crises internationales. Donc la France pouvait être très utile. Mais ce qui complique, cette situation, c'est qu'on a quand même énormément régressé, notamment dans toute l'Afrique, sahélienne en particulier, mais aussi dans une grande partie du Maghreb, sur, notre légitimité à agir et le lien avec, les dirigeants politiques, mais plus globalement avec, la société civile de ces pays-là. Donc on est sur un moment entre 2 où un certain nombre d'avancées sont quand même très, très attaquées par des positionnements politiques et par la contamination de certains positionnements politiques. C'est pour ça qu'il faut aussi, je pense, reprendre notre bâton de pèlerin pour réexpliquer, pour, dire son efficacité et pour dire aussi que, bah, en fait, je fais écho à ce que je disais tout à l'heure sur la manière dont le débat est déplacé autour des questions de justice. De toute façon, un jour, on va être sommé dans les relations internationales et cette émergence d'un Sud global, qui se pose les questions différemment, on va être, interrogé par cette nouvelle, articulation, répartition des rôles, donc plus on sera, en avance, plus on aura réfléchi, plus on sera préparé, plus les choses pourront, être discutées de manière plus utile. Merci. Il y a un certain nombre de questions aussi sur les on va dire la force civile, en général sur, donc certains posent la question de l'organisation des réseaux locaux, de leur solidarité, y compris pour répondre à des problématiques, mondiales. Certains posent la question des ripostes citoyennes, donc, en tant que citoyen, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Ils évoquent par exemple là, le boycott de tous les produits venant des USA et des pays qui violent le droit international. C'est quoi nos outils ou nos armes selon le lexique qu'on veut utiliser? Voilà, comment on articule ça? C'est-à-dire, vraiment ces questions de comment on fait, nous en tant que citoyens, nous en tant que force civile locale,
jusqu'aux grandes ONG internationales, sujet que tu as déjà évoqué depuis le début? Alors, d'abord, je pense que ce que je l'ai dit, cette capacité à réfléchir sur nous-mêmes, à se poser des questions, parce que le monde humanitaire, l'action humanitaire n'a jamais été pure et parfaite, hein. Il y a, nous, chez Oxfam, il y a un travail de décolonisation et de sudisation de notre organisation. Il y a eu quand même tout ça a été nourri par le mythe du sauveur blanc qui allait évangéliser, qui était une autre façon j'allais dire, de revoir une vision assez coloniale. Il y a des interrogations à poser sur le modèle de travail des ONG internationales. Personne, c'est pas du tout un combat du bien contre le mal, pas du tout. Il y a vraiment des questions à poser. Mais ce qui est sûr, c'est que certaines, quand même, je le dis, hein, et il y a pas de critique ou d'accablement, ont un peu lâché la dimension de mobilisation citoyenne pour se concentrer sur une dimension d'expertise, de haut niveau de relations avec les administrations distributrices de l'aide, et avec voilà un éloignement des valeurs qui ont présidé à l'existence de l'ensemble de ce mouvement. Donc je pense qu'il y a un moment de remobilisation citoyenne en étant intelligent, c'est-à-dire que j'ai parlé du recul du débat sur les valeurs, donc ça a percolé aussi pour une part dans la société. Donc il faut peut-être se poser la question de savoir comment on en parle différemment, comment on n'utilise pas les anciennes méthodes, comment on repose le débat. Je pense qu'il y a beaucoup de, de, de questions à poser sous cet angle, mais je pense qu'il faut renouer avec cette mobilisation citoyenne qui a été la clé de l'existence même de la solidarité internationale. Juste pour rappel, hein, la naissance d'Oxfam, c'est 1989. 1989, c'est le bicentenaire de la Révolution française. Et dans le cadre des célébrations, François Mitterrand organise un G7 au sommet de la Grande Arche de la Défense. Et il y a tout un collectif qui se monte, avec plein de gens, des organisations d'ailleurs qui sont au PPV, je pense, qui disent, en fait, l'idéal révolutionnaire d'égalité en 1789, aujourd'hui, ce serait un idéal d'égalité entre le Nord et le Sud. Et donc, ils organisent un contre-sommet des 7 pays parmi les plus pauvres, pour dire, en fait, on ne peut pas fêter la Révolution française avec les 7 pays les plus riches du monde, etc. Et typiquement, alors ça a donné lieu à un appel, et puis l'association Agir ici pour un monde solidaire est née de cette mouvance-là et de cet appel. Mais je pense que on est peut-être dans un moment où il faut justement encore remettre l'ouvrage sur le métier, sur comment on parle de solidarité internationale, comment on fait bouger les choses dans la situation actuelle, et comment on renoue effectivement avec l'engagement et la mobilisation citoyenne. Et un point sur l'action locale, des collectifs, locaux, voilà, qui agissent, qui montrent que des solutions sont possibles. Comment toi tu fais le pont? Je fais le pont, avec le fait que justement, si on veut renouer avec la mobilisation citoyenne, ça se fait pas, dans 2 bureaux à Paris, ou même pas uniquement, sur les réseaux, avec des petits reels Insta, bien faits, pas du tout. Alors c'est une bonne chose de pouvoir notamment faire le lien avec, les générations plus jeunes pour qui c'est la grammaire assez naturelle, mais ça doit se faire au plus près, du territoire aussi, et ça doit être incarné, y compris localement. Après, je pense qu'on peut réinventer des coalitions. Donc, historiquement, les organisations de solidarité internationale sont réunies au sein de Coordination Sud. Et Coordination Sud est aussi devenue, mais à l'image de nos organisations, hein, un outil de plaidoyer institutionnel auprès des pouvoirs publics, mais beaucoup moins dans le débat public, beaucoup moins dans le lien avec les organisations locales. Donc je pense que de la même manière qu'on doit se retravailler sur la manière de parler de ces questions, on doit aussi retravailler sur comment le faire. En n'oubliant pas qu'une partie de la coopération se fait au niveau décentralisé, avec des coopérations gérées par des collectivités locales qui ont plus de pouvoir et de budget depuis des années. Donc c'est pas une vision étatique. Et par ailleurs, je le dis, dans un contexte politique et diplomatique très compliqué, c'est vraiment très utile de maintenir ces liens institutionnels, mais à un niveau qui n'est pas un niveau national, et donc qui peut essayer de préserver dans les moments de tension ces dimensions-là. Donc c'est pour ça qu'il faut croiser à la fois la dimension nationale et locale, et la dimension professionnalisation, efficacité et mobilisation citoyenne. Parce que c'est vrai que en parallèle de l'augmentation de l'aide, les ONG sont devenues très pro, sont devenues très efficaces, avec des formations, parce que ça pouvait être un reproche qui leur était fait. Il y avait plein de bonne volonté, mais des fois c'était quand même un peu olé olé. Donc là, c'est devenu très très pro, mais avec le revers de la médaille qui est de s'être un peu déconnecté
y compris d'un ancrage local, et de bénévoles locaux. Merci beaucoup, il est 9h29, donc on va clôturer J'espère cette que j'ai session de pas fait de webinaire. frustrer. Je suis désolée pour les conditions un peu olé olé, mais vous verrez, sur, je pense, les réseaux sociaux et dans les médias que nous avons, avec, Greenpeace, Médecins du Monde, et Amnesty, coloré en rouge, l'eau de la fontaine des innocents pour, alerter encore une fois sur la situation absolument insupportable de ce qui se passe, à Gaza, et sur le fait que maintenir cette situation, outre que c'est un scandale, international absolu, ne permet pas non plus ni la paix ni la libération des otages qui sont encore détenus à Gaza. Merci à toi Cécile, merci pour, ton intervention, merci pour ces mots. Comme je le disais, ce webinaire, il sera disponible en replay, donc il sera envoyé à vous qui êtes présentes ce matin et puis à celles et ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre. Merci encore Cécile et puis à très bientôt pour des Merci à vous tous. Au merci revoir. Cécile, bonne journée, à bientôt.